Samuel Rebillard, bonjour. Dans un carré de terre, c'est votre livre publié chez l'Iconoclaste, où vous nous emmenez en promenade dans cette nature magnifique et qui est tout près de chez nous, avec des animaux souvent méprisés et en fait extraordinaires, et notamment les escargots. C'est assez rare de s'intéresser aux escargots en fait, alors que c'est dommage parce que par exemple leur bave est délirante. Ouais, c'est assez étonnant. C'est une matière incroyable. Déjà, l'idée même de la protection qu'elle apporte, si vous pouvez faire marcher un escargot ou une limace sur une lame de rasoir, donc déjà ça les protège, ils ne vont pas se couper. Donc il y a déjà cette dimension de protection. Ensuite, cette bave, elle va être aussi une carte d'identité, c'est-à-dire que quand il y a d'autres escargots de la même espèce qui croisent une piste, hein, on voit bien ces pistes que laissent les escargots, eh bien ils vont savoir quel individu, et éventuellement si c'est un partenaire sexuel potentiel, ils vont pouvoir le suivre pour leur suivre la trace. Et ça, c'est des marqueurs chimiques, hein, qui sont dans la bave. Cette bave, elle va aussi pouvoir servir de protection pour la mauvaise saison. Alors, ce qu'on appelle mauvaise saison pour un escargot, c'est toutes les conditions où c'est un peu sec. Donc ça peut être le plein été, parce que l'escargot, il est, notamment à cause de cette bave, hein, il est hyper dépendant de l'humidité. Et donc si c'est le plein été ou au contraire l'hiver, dans les deux cas c'est pas génial. Et dans ce cas-là, ils vont se réfugier quelque part et ils vont faire une espèce de petite membrane qu'on appelle l'épiphragme, qui est une structure finalement, une espèce de bouchon de bave séchée. Et avec ce bouchon, en fait, ils se replient et ils attendent des jours meilleurs. Exactement. En fait, c'est quand même assez... Alors l'autre chose assez extraordinaire chez les escargots, c'est leur sexualité, qui est quand même assez particulière. Un peu spéciale, oui. Alors, beaucoup de mollusques sont hermaphrodites. Oui. Hein, les limaces aussi. Les limaces aussi, voilà. Si on prend les mollusques terrestres. Donc c'est assez fréquent. Et chez les escargots, il va y avoir un double accouplement. C'est-à-dire que chacun des individus va recevoir des spermatozoïdes de son partenaire. Donc ce sont deux mâles, hein. Ils alors, sont mâles tous les deux au moment de au moment de la reproduction, ils échangent des spermatozoïdes et puis ils vont pouvoir utiliser en fait ces spermatozoïdes ensuite pour féconder leurs propres ovules lorsqu'ils seront femelles. En fait, donc ça paraît assez symétrique finalement comme interaction. En réalité, c'est un peu plus compliqué. On observe notamment chez certaines espèces qu'on appelle des dards d'amour, qui sont des espèces de structures qui ressemblent vraiment à des poignards, hein, qui peuvent faire quelques millimètres de longueur, qui les enfoncent à l'intérieur de la masse, de la chair de leur partenaire. Alors, ça a été interprété comme une forme de sadomasochisme. Enfin, voilà, évidemment, les observateurs font rapidement des... Pourquoi? Parce que ça leur fait mal? Oui, parce qu'on supposait que ça leur faisait mal, etc. Et en fait, ce qui semblerait, c'est que ça améliore la survie. En fait, il y aurait des substances chimiques associées à ces dards d'amour, et que ça améliore la survie des spermatozoïdes de l'individu, finalement, qui donne ces spermatozoïdes. Donc il y aurait une sélection au cours des générations de ces espèces d'échanges un petit peu qui paraissent d'un point de vue humain évidemment un petit peu bizarres, puisque ça semble associé à quelque chose d'assez douloureux, sans qu'on le sache vraiment. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent utiliser les spermatozoïdes quand ils veulent. Ils font partie de ces animaux nombreux finalement, ouais, qui décident en fait quand réellement utiliser. Alors, les spermatozoïdes. En fait, les spermatozoïdes sont dans ce qu'on appelle des spermatextes, dans des espèces de poches, et ils vont effectivement pouvoir les utiliser. Alors, la question de la volonté chez les animaux est toujours un peu difficile, oui. mais en tous les cas, oui. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir. Voilà, c'est ça. En tous les cas, ils vont pouvoir différer leur utilisation, oui, pour la fécondation. Enfin, c'est une stratégie quand même très maligne. Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Et comme vous le disiez, il y a effectivement pas mal d'animaux qui ont la capacité de contrôler. Il y a des mouches, par exemple, aussi, où on a bien montré des chauves-souris aussi. Des chauves-souris qui étaient capables de contrôler effectivement la fécondation. Bien pratique quand même. Hein. Ouais.